Merci beaucoup, professeur Bachir, pour la clarté et surtout de votre présentation. Et j'invite sans plus tarder les webinaristes pour d'éventuelles questions, s'ils ont des questions. Bien sûr, celui qui a une question, il peut activer donc son micro et pose sa question. Allez-y. Il n'y a pas de questions? Tout est clair? Quand il n'y a pas de questions, soit on a tout compris, soit on n'a rien compris. Allez-y, Zoubida. Docteur Gouri, Oui, alors je vais juste activer donc. Est-ce que vous avez des points à ajouter? non, j'ai reçu trois questions dans les commentaires. Oui, Est-ce que je peux répondre à ces trois questions? bien sûr. Allez-y, docteur. Très bien. Donc, la première question concerne le choix du thème. Dans le choix du thème, il y a une question qui a été posée par, apparemment, c'est un doctorant. C'est la question, est-ce que c'est le doctorant ou c'est le directeur de thèse qui fait le choix du sujet? En fait, en Algérie, le choix du sujet, généralement, est proposé par le directeur de thèse. Je parle de système classique, c'est-à-dire le système universitaire. Mais par exemple, dans le domaine hospitalier universitaire, en fait, c'est le doctorant ou le thésard qui va faire une recherche bibliographique. Cette recherche bibliographique doit être exhaustive. Il va cibler quelques thématiques. Ensuite, il va vérifier, ça c'est obligatoire, l'originalité de son travail. Est-ce que c'est un travail original qui mérite d'être suivi, c'est-à-dire d'être proposé comme un projet de recherche, ou c'est juste un copy-paste, c'est-à-dire c'est une copie d'un travail qui a été déjà réalisé en France ou là, aux États-Unis. Mais moi, personnellement, qu'est-ce que je propose? Je propose une forme hybride, c'est-à-dire le doctorant lui-même va faire une recherche bibliographique, il va cibler quelques thématiques de recherche, il doit ramener des propositions. Ce qu'on appelle le research proposal. C'est le research proposal, c'est-à-dire que c'est une proposition. Ce n'est pas une proposition, un titre. Je ne parle pas de titre ou d'un résumé. Il va proposer un protocole. Le doctorant il doit être capable de proposer un protocole. Il va proposer par exemple 2 ou 3 protocoles. Ensuite, c'est à l'encadreur, au directeur de thèse, de discuter avec le doctorant la faisabilité, l'originalité de ce travail. Ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième question, ça concerne le paiement des frais de publication. Qui va payer les frais de publication? Supposons que le doctorant, il a choisi, il a trouvé parmi les revues potentielles une revue en open access qui exige des frais de publication. Malheureusement, en Algérie, on n'a pas vraiment un financement clair pour la publication scientifique. À ma connaissance, actuellement, il n'y a pas vraiment un processus clair, que ce soit pour les laboratoires de recherche ou pour les institutions. Dans le monde, par exemple, si on voit le modèle européen ou le modèle américain, généralement, c'est l'institution ou le laboratoire de recherche qui prend en charge les frais de publication. Pour quelle raison? Pour la simple raison, parce que cette publication, elle va augmenter la visibilité du laboratoire de recherche. Elle va augmenter la visibilité de l'institution, de la faculté, de l'université. Donc, ça va de soi que cette institution doit aider le doctorant dans la publication. Désactivez vos micros, s'il vous plaît. Désactivez vos micros, s'il vous plaît. La dernière question concernant la réponse. Combien de temps pour répondre au reviewer? Donc, supposons que le doctorant ou le chercheur, il a reçu des réserves ou des commentaires ou des corrections à faire. Quel est le délai entre la réception et la soumission de la version révisée? Ça, il n'y a pas une règle. C'est-à-dire chaque revue a ses propres exigences. Et généralement, ça ne doit pas dépasser les 4 semaines.
Et cette durée dépend également de quoi? Elle dépend du travail demandé. Parce que parfois, si vous, par exemple, recevez major revision, parce que vous avez dans les révisions, vous avez deux types. Vous avez minor revision, c'est-à-dire une révision mineure, une correction superficielle. Généralement, il ne faut pas dépasser une semaine. Mais parfois, vous avez major revision, c'est-à-dire il faut vraiment retravailler votre article. Et ça demande du temps. Donc, vous pouvez avoir 4 semaines, vous pouvez avoir 8 semaines. Ça, c'est à l'éditeur de décider quel est le temps qu'il faut allouer au doctorant, au chercheur, pour corriger son article. Voilà, j'ai répondu en principe à ces trois questions. Abdelkader, à vous la parole. Je cède la parole. Merci, Dr. Gouri. Je pense qu'il y a encore quelques questions. Oui. Donc, s'il vous plaît, est-ce que le book chapter est une publication au même titre qu'un research paper? Et est-ce que le book chapter suit les mêmes catégorisations qu'un research paper? En fait, le book chapter, c'est-à-dire c'est un chapitre qui va être publié dans un livre. Généralement, ce genre de livre, c'est un livre multi-auteur, c'est-à-dire l'éditeur, il y a un éditeur qui va choisir par exemple une personne ressource, et généralement c'est un expert du domaine, et cet expert, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer des invitations aux chercheurs pour participer dans la rédaction. D'accord? Maintenant, si on cherche la valeur, bien sûr, la valeur de Book Chapter n'est pas la même qu'un article original ou d'un review. D'accord? Et ça, d'un côté. D'autre côté, c'est par rapport à la visibilité. Généralement, un article original ou une revue de littérature, elle est mieux citée qu'un book chapter. Donc, personnellement, si je reçois une invitation pour publier un article original ou une revue ou méta-analyse et une autre invitation pour un book chapter, sans réflexion, je choisis un article original. Pourquoi? Parce qu'il est mieux cité par rapport au book chapter. Très bien. Il y a une autre question par rapport à l'ordre des auteurs. Donc, Oui. c'est sur quels critères on va mettre donc l'ordre des auteurs. Premier auteur, deuxième auteur. Très bien. C'est-à-dire que c'est la partie que je n'ai pas pu terminer dans la présentation. Est-ce que j'ai le temps pour terminer? 1 minute. Ah, je ne pense pas qu'une minute va suffire. Je vais essayer de partager. Brièvement, docteur, s'il vous plaît. D'accord. Je vais essayer de partager mon écran. Allez-y. D'accord. Ok. Est-ce que mon écran est visible? Oui, clairement. Très bien. Donc, si vous vous souvenez, on a parlé tout à l'heure des 4 critères de authorship, de définition de l'authorship. D'accord? Maintenant, on va parler des personnes qui ont contribué au travail de rédaction, mais sans répondre aux 4 critères d'autorship. Donc, ces personnes ne méritent pas la position d'auteur. D'accord. Ce sont des contributeurs non auteurs. C'est ce qu'on appelle contributeurs non auteurs. Généralement, les contributeurs non auteurs, ils vont être remerciés à la fin de l'article dans une rubrique qu'on appelle remerciement ou acknowledgement. D'accord. Et bien sûr, après leur autorisation. On doit avoir leur accord pour citer leur nom dans le remerciement. Quels sont ces contributeurs? Généralement, par exemple, si on prend l'exemple d'un étudiant qui a participé dans le dosage d'un paramètre biochimique. Cet étudiant, il a participé dans le dosage, mais il n'a pas contribué dans la rédaction de l'article. Donc, il ne mérite pas la position d'un auteur. D'accord? C'est un contributeur, mais non auteur. Donc, je dois le remercier dans la section remerciement. Mais je ne vais pas mettre son nom dans la liste des auteurs. Ça, d'un côté. Un autre point, dans l'ordre de citation des auteurs. Donc, ces auteurs, ils sont classés dans quel ordre? Donc, une fois que les auteurs ont été déterminés, bien sûr, l'étape suivante, c'est de les classer, établir un ordre d'apparition de ces auteurs dans la liste. Dans certains domaines, vous avez deux tendances. Dans certains domaines, ce qu'on appelle en sciences mathématiques, en sciences économiques, généralement, les auteurs sont classés par ordre alphabétique et n'ont rien à voir avec leur contribution. D'accord. Mais la tendance actuelle, surtout dans les sciences biomédicales, les auteurs sont classés par ordre de contribution. Généralement, le premier auteur, c'est l'auteur principal, c'est l'investigateur principal, c'est le contributeur principal. Et généralement, c'est le doctorant, si on prend l'exemple des thésards.
C'est le doctorant qui doit occuper la première position. C'est le premier auteur. Il y a une autre tendance dans les sciences biomédicales, c'est la position dernière, c'est le dernier auteur. Généralement, le dernier auteur, c'est la personne ressource. C'est un chercheur senior. Par exemple, c'est le chef de service, c'est le directeur de laboratoire, c'est l'expert, etc. Donc, c'est très important le choix de ces deux positions, la première et la dernière position. Je pense que j'ai... Merci, docteur. Oui. Une autre petite question, Bachir. Oui. Quel est le rôle de Cochrane dans tout ça? Cochrane Collaboration. Alors, Cochrane Collaboration, il faut comprendre que ces dernières années, il y a une tendance importante vers ce qu'on appelle les meta-analysis and systematic reviews, les revues systématiques et les méta-analyses. Et le problème qui se posait auparavant, c'est qu'on n'avait pas une méthodologie claire. Et donc, Cochrane Collaboration, donc c'est une initiative internationale et dans laquelle on a une méthodologie. Et donc, le Cochrane, par exemple, le Cochrane Book, là où on trouve vraiment une méthodologie claire, détaillée, etc. Mais il y a beaucoup plus de détails et je pense que pour les gens qui veulent rédiger des articles, publier des articles original papers ou la narrative review, c'est-à-dire des revues de littérature simples, il ne faut pas vraiment aller vers Cochrane. Cochrane, c'est surtout pour les gens qui veulent rédiger et publier des méta-analyses ou bien systematic reviews. Donc, dans les systematic reviews, oui, on est appelé à faire ce qu'on appelle une assessment of the quality of the studies. Donc, c'est d'évaluer la qualité des études et surtout l'évaluation des risk of bias, le risque du biais, ce qu'on appelle le biais, la source d'erreur. Et dans ce cadre, le Cochrane Collaboration a édité ce qu'on appelle the ROP, Risk of Bias Guideline. Et dans le chapitre 5, je pense, the fifth chapter, le Cochrane Book, donc il y a un livre, il y a Cochrane Book qu'on peut télécharger gratuitement. Dans le fifth chapter, donc, on parle des guidelines. Donc, il y a plusieurs domaines. Ils ont mis des domaines dans outcomes, par exemple, dans les sequence generation. Est-ce qu'ils ont fait ce qu'on appelle une randomisation, la sélection? Donc, voilà, les billets, ils les ont classés par domaine. Et donc, nous avons un classement, on va dire, est-ce que c'est vraiment une étude à high risk of bias, low risk of bias? Et donc, voilà, je pense que pour les gens qui veulent publier des systematic reviews, c'est intéressant. Pour les autres, je pense qu'il ne faut pas vraiment, nager dans Cochrane Guidelines. Voilà, il y avait une autre question, si vous le permettez. Oui, allez-y. Que j'ai lu dans les commentaires. Il y a une collègue qui a posé la question, est-ce qu'on peut partager la première position? La réponse est oui. Mais on doit le mettre, par exemple, si vous allez lire notre dernier article avec Adel, paru dans Current Drug Targets, sur la prédiction des métastases dans le cancer du sein, vous allez voir, par exemple, dans mon nom et le nom de Adel, il y a un astérix. Et quand vous allez lire que c'est These authors share the first authorship. Donc, on peut avoir the first authorship. OK? Et on peut... Oui, monsieur. C'est Adel. Est-ce que je peux partager mon écran? Parce que j'ai préparé une présentation très bien. de partage de la première position. Bien sûr, on peut partager la première position comme on peut partager la dernière position. Si vous allez voir, par exemple, un de mes articles paru en 2012 sur tout ce qui est apoptose cellulaire dans le cancer, c'est une étude originale, vous allez voir que, par exemple, les deux dernières positions, il y avait un Algérien et un Français, et c'est écrit que ces deux chercheurs partagent la dernière, ce qu'on appelle le senior authorship. C'est important parce que des fois, on contribue de la même manière. Et par la suite, voilà, on ne peut pas avoir les deux mondes. Donc, on peut dire, parce que Adel, c'est en A et moi, Bachir, c'est en B. Donc, on a mis Adel A et B en deuxième. Mais on est considéré comme le premier auteur alors qu'on est deux auteurs. Donc, oui,
on peut le faire. Il y avait d'autres questions sur les prix de la formation. Moi, je pense que Saad Qader pouvait donner des réponses dans le Facebook ou sur la page. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par la formation. Un grand merci. Je salue Dr Ayadi, qui est avec nous. Donc, elle avait écrit dans son message. Elle a fait 2 formations avec nous. La troisième, elle est en cours. Un grand merci et un grand coucou. Voilà. À vous, Saad Qader et Adel. Merci beaucoup. Docteur Gouri, est-ce que vous avez des points à ajouter? Oui, justement, j'ai préparé une présentation par rapport à l'occupation de la première position. Est-ce que vous pouvez partager mon écran? Oui, rapidement, s'il vous plaît. Voilà. Est-ce que c'est visible pour vous? C'est bon? Oui, clairement. Donc, par rapport au partage, c'est-à-dire il y a possibilité que plusieurs auteurs qui ont contribué de la même façon peuvent occuper la première position. Ouais. Et ici, j'ai pris un exemple d'un article qu'on a publié en 2016. Moi et... Non, ça c'est notre dernier article en 2020, en juillet 2020. Moi et Béchir ont contribué de la même façon dans la rédaction de cet article. C'est une revue de littérature. Donc, vous voyez en bas, ici, vous avez l'auteur correspondant, donc c'est moi-même, et vous avez un astérisque pour indiquer, c'est une légende, pour indiquer ce que ces 2 auteurs, donc these authors, contributed equally to this work and shared the first authorship. C'est-à-dire ces 2 auteurs, ils ont contribué de la même façon dans la rédaction et ils méritent d'occuper la première position. Les 2 occupent la première position en tant que first authorship. Et je termine ma présentation, si vous permettez, Abdelkader, Oui. concernant l'auteur correspondant et ce qu'on appelle le guest author, ghost author. Donc, pour l'auteur correspondant, il est indispensable de choisir avant la soumission de l'article un auteur correspondant. Quel est le rôle de cet auteur correspondant? Le rôle principal, c'est de communiquer avec la revue, communiquer avec l'éditeur, faire la soumission, faire les signatures, parce qu'il faut signer, c'est ce qu'on appelle le copyright, et communiquer avec les reviewers. Donc, en cas de commentaire, en cas de réserve, en cas de correction à faire, c'est l'auteur correspondant qui va prendre en charge ça, il va communiquer avec les co-auteurs et doit répondre dans un délai, bien sûr, à l'éditeur. Donc, il faut choisir toujours un auteur correspondant. Sur quels critères on choisit l'auteur correspondant? L'idéal, il faut choisir quelqu'un qui a déjà une expérience dans la communication avec les maisons d'édition. D'accord, c'est très important. Pourquoi? Parce que parfois, la décision de l'éditeur, surtout en cas de révision, est basée sur la qualité de la réponse et la qualité de la communication. Donc, c'est très important de choisir un bon interlocuteur, d'accord, pour communiquer avec la maison d'édition, avec les reviewers. Je termine la présentation, ce qu'on appelle l'abus d'authorship. C'est la notion de gift, guest and ghost authorship. Je ne sais pas, est-ce que vous avez une idée sur ces 3 termes? Pourquoi j'insiste sur cette partie? Parce que beaucoup de nos chercheurs, beaucoup de nos doctorants n'ont pas une idée sur ce qu'on appelle le authorship abuse. C'est ce qu'on appelle l'authorship de courtoisie. D'accord? C'est des positions de courtoisie. D'accord? On va commencer par le guest author. Le guest author, c'est quoi? C'est un auteur invité. Invité dans quel but? Généralement, c'est une pratique courante pour les chercheurs du tiers-monde. Pour augmenter les chances d'acceptabilité ou d'acceptation de votre article, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre avec nous un chercheur américain. C'est ce qu'on appelle l'américain de service. D'accord. Quel est le rôle de ce chercheur américain? Ce chercheur, il n'a rien fait dans l'étude, il n'a pas contribué dans la rédaction. Il va occuper juste cette position pourquoi? Pour essayer de séduire l'éditeur de la revue et pour augmenter les chances d'accepter leur article. Et ça, c'est une pratique qui est contre l'éthique de la publication scientifique. D'accord? Deuxième exemple, c'est ce qu'on appelle le gift author. Le gift author, c'est l'exemple français, le proverbe, c'est le renvoi d'ascenseur. Qu'est-ce que ça veut dire le renvoi d'ascenseur? C'est-à-dire, moi, je vais mettre Abdelkader avec moi dans cet article qui va, par exemple, parler de Covid-19 et j'exige sur Abdelkader de mettre mon nom dans un autre article, d'accord, que je n'ai pas contribué. Donc, ni lui, il a contribué, ni moi. Donc, c'est juste donnant. C'est une formule
fifth author, on voit d'ascenseur. La même chose, ça c'est un aspect d'un conduite, c'est misdiscount contre l'éthique et l'intégrité scientifique. Un troisième type, c'est ce qu'on appelle le ghost author, c'est l'auteur fantôme. Ici, c'est le sens contraire, c'est la situation inverse. Ici, c'est une personne qui a vraiment contribué dans le travail, qui a contribué dans la rédaction, mais son nom ne figure pas sur la liste des auteurs. Pourquoi? Parce que généralement, c'est des personnes de sous-traitance. C'est-à-dire, on va payer ces personnes pour rédiger, d'accord, pour contribuer, pour faire l'analyse statistique, d'accord, contre une somme d'argent. Donc, on ne va pas mettre leur nom dans la liste des auteurs. La même chose, ça, c'est un aspect également d'auteur de courtoisie ou d'autorship abuse. Pour lutter contre ces pratiques, les maisons d'édition, depuis l'année 2000, qu'est-ce qu'ils vont créer? Ils vont créer une méthode, ce qu'on appelle une section à la fin de l'article qu'on appelle Author Contributions. Actuellement, les revues exigent dans l'article, d'accord, de préciser quel est le rôle de chaque auteur, quelle est la contribution de chaque auteur. Ici, j'ai donné un exemple d'un article qu'on a publié en 2016, et la mise en édition, l'éditeur, il a exigé, vous voyez ici, Author Contributions, de préciser quel est le rôle de chaque auteur. Par exemple, vous avez A, G, K, E, S, B. Ça, c'est des initiaux des auteurs. Ils ont contribué dans la conception et le design de l'article, de review. OK? Ensuite, Analyzed the data. Quelles sont les personnes qui ont analysé les données? C'est AG, KE et AD. Wrote the first draft of the manuscript. Quelles sont les personnes qui ont participé dans la rédaction de la première ébauche de l'article? Donc, vous voyez, donc ça, c'est une pratique qui a été développée par les maisons d'édition spécialement pour lutter contre les authorship abuse. Voilà, je vous remercie. Une dernière question parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Alors. Dans le cas où un étudiant, lors de son mémoire de fin d'études, arrive à écrire un article et de le publier, est-ce que c'est lui qui va être le premier auteur ou bien son encadrant, ou bien son promoteur, qui, entre parenthèses, n'ayant pas participé à la rédaction? C'est-à-dire que l'encadreur, il a encadré le travail, mais il n'a pas participé à la rédaction de l'article. Oui. Et la réponse elle est claire, Dr. Oui. C'est l'étudiant qui mérite d'être cité en tant que premier auteur. Parce que c'est le principal contributeur. Très bien. Et l'encadreur? L'encadreur, c'est un guest author. Très bien. C'est un guest author. C'est un auteur invité. Parfait. D'accord. Il y a une autre appellation, c'est ce qu'on appelle les mains sales. C'est l'opération des mains sales. C'est quoi l'opération des mains sales? Actuellement, il y a des laboratoires de recherche ou des centres de recherche qui reçoivent des doctorants, surtout des doctorants algériens, d'accord, pour terminer leurs travaux de recherche. Et ces centres de recherche exigent dans la publication de mettre le nom de directeur de laboratoire ou le directeur de centre, alors que ce directeur n'a rien contribué dans la rédaction. D'accord. Ça, c'est-à-dire c'est la prise en otage. On appelle ça la prise en otage de l'authorship. Oui. Et ça, c'est l'exemple de l'étudiant et de son encadreur. Très bien. Une dernière question de la part d'un étudiant en cycle clinique. Est-ce qu'un étudiant en cycle clinique peut publier? Oui. Un étudiant en cycle clinique, en cycle préclinique, il a le droit de publier. D'accord. Mais ici, il y a une parenthèse. C'est-à-dire, la plupart des revues exigent une affiliation à une institution scientifique. D'accord? C'est-à-dire, l'étudiant, il doit mettre comme affiliation sa faculté ou son département. Ça, c'est très important. Mais il a le droit de publier. Je connais des étudiants en médecine qui ont déjà publié des articles, qui ont publié des méta-analyses. Oui. D'accord? Des méta-analyses. Non pas un article original. Parce que par exemple, si l'étudiant est attaché à un laboratoire de recherche, donc il a le droit de publier son article. Il n'y a aucun problème. D'accord. OK, donc je pense qu'on doit... qu'on aura d'autres, qu'on va programmer d'autres webinaires
Inch'Allah. dans toujours les mêmes thématiques pour développer d'autres axes parce que, comme vous voyez, le thème il est très large. On ne peut pas tout donc, développer en un seul webinaire. Au terme de ce webinaire, donc, je tiens tout d'abord à remercier vivement MedLife Consult et BG Academy d'avoir organisé ce webinaire. Je tiens également à remercier tous les participants et les participantes, qui étaient très nombreux, au point où donc, on a atteint le maximum de participants permis par Zoom, 100 participants, bien sûr avec un nombre très important dans la liste d'attente. Et voilà, je vous remercie. Je remercie également vivement professeur Ben Arba et docteur Gouri de tous ces efforts-là, de cette présentation, des exemples, des réponses aux participants. Et si les participants ont d'autres questions, ils peuvent les poser sur la page, soit en commentaire sur la page de MedLife Consult ou bien sur BG Academy, soit en commentaire ou bien en message privé. Normalement, donc, on peut transmettre ou bien par mail, on peut transmettre vos questions à professeur Ben Arba et à docteur Gouri, Inch'Allah. Voilà, donc je vous souhaite... Oui. J'ai une proposition, pourquoi pas programmer une séance spécialement pour répondre aux questions. C'est-à-dire, on ne va pas faire des présentations, on va collecter les questions des participants et on va consacrer une séance pour répondre à ces questions. Parfait, ok. On va proposer ça sur MedLife et on va, Inch'Allah, l'organiser incessamment, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà, donc je vous souhaite bonne soirée et bon week-end et à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum. Salam, merci à vous. À la prochaine. Au revoir. Salam alaikum. Au revoir.